Marx voit très bien la mécanique du capitalisme, et cette mécanique qu'il voit et qu'il critique ensuite en suivant sa propre voie, cette mécanique pose aussi, en des termes différents, un problème, et un gros problème, aux rédacteurs du Code civil. Et vous allez comprendre pourquoi. Le capital, c'est de l'argent qui passe indifféremment de sa forme d'argent à celle de n'importe quelle marchandise sans s'y perdre comme objet de consommation individuelle. Au lieu de l'exclure, l'ensemble des marchandises qui l'entourent, toutes les marchandises apparaissent comme autant d'incarnations de l'argent. Marx dit aussi, le capitaliste ne se sépare de son argent qu'avec l'idée qu'il lui revienne, et qu'il lui revienne en quantité plus importante que ce qu'il n'a dépensé. Le principe, ce que Marx dit dans ce texte, c'est que, implicitement, c'est que le principe de l'action capitaliste, de l'action commerciale, enfin, l'action capitaliste est que l'entrepreneur qui investit dans la fabrication de biens manufacturés au XIXe siècle, cet entrepreneur va certes produire des biens, et des biens qui seront mis en vente pour la consommation de ceux qui les achèteront. Mais ce qui intéresse cet entrepreneur, ce n'est pas en premier lieu l'utilité du bien pour le consommateur final, en tout cas pour celui qui achète. Ce qui intéresse l'entrepreneur, le capitaliste, l'entrepreneur capitaliste, c'est le retour sur investissement que permettra la vente de ces produits manufacturés, de ces marchandises. Et c'est pour cette raison que Marx dit, voilà, dans le capital, c'est de l'argent qui passe indifféremment de sa forme d'argent à celle de n'importe quelle marchandise, sans s'y perdre comme objet de consommation individuelle. Peu importe que cette marchandise soit achetée, utilisée, ce qui importe aux capitalistes, c'est que cette vente permette un retour sur ses investissements. Le capitaliste ne voit que l'argent, même lorsque cet argent s'incarne dans une marchandise. En disant ceci, Marx identifie ce que les juristes décrivent comme le particularisme de l'activité commerciale, ce qui distingue l'activité commerciale de l'activité civile, c'est le principe de spéculation. Le principe de spéculation, au sens propre du terme, il n'y a pas besoin d'y mettre quoi que ce soit de péjoratif, le principe de spéculation est que le commerçant agit avec l'idée que son activité permettra de réaliser un gain supérieur à la dépense engagée. Donc, même le petit commerçant qui fait du petit import-export a l'idée que ce qu'il revendra lui apportera un gain supérieur à ce qu'il aura dépensé dans sa mission, dans la réalisation de l'importation. Le Code civil considère ce phénomène, mais dit une chose, c'est dans les travaux préparatoires, le Code civil envisage le phénomène commercial qui, dès 1804, commence, dans certains domaines, à prendre des proportions significatives. Lorsque l'activité spéculative prend une forme capitalistique importante, c'est-à-dire lorsque des capitaux importants sont réunis par un capitaine d'industrie, demain un dirigeant de société, lorsque des capitaux importants sont réunis pour réaliser une opération dont, in fine, le but est spéculatif, pensez au commerce des épices, les choses au long cours, où on prend beaucoup de risques, pour un gain très important ou une perte si le navire se perd, etc. Donc, pour ces activités-là, ces activités commerciales de grande ampleur, Portalis dit ça ne regarde pas, ça ne relève pas du Code civil, ça relève des affaires publiques, des affaires de l'État.
ce n'est pas l'affaire du droit civil. Pourquoi mettre à l'écart l'activité commerciale et traiter les activités commerciales en dehors du Code civil? Eh bien, vous le savez. Vous pouvez le deviner. L'activité commerciale prend de front l'idéal de fraternité. Portalis fustige le pari qui est une spéculation. Et il dit que cette spéculation entraîne une rupture du lien social. Donc, une activité fondée sur la spéculation ne peut pas relever du Code civil. Alors peut-être qu'elle est utile, mais ça n'est pas au Code civil d'en parler. Et donc il faut un droit spécifique. Alors, elle est évidemment utile, parce que la spéculation, ça n'est pas le jeu et le pari, ce sont des investissements, et même si l'entrepreneur ne pense qu'à son retour sur investissement, il reste qu'entre-temps, il a fabriqué quelque chose qui va être utile à d'autres. Donc, il y a probablement une utilité, mais la construction, le principe de fonctionnement de cette activité échappe au droit civil. D'où la constitution d'un droit commercial, d'un droit des affaires, qui est d'abord le droit commercial général, où on définit le statut du commerçant en considération de cette logique de spéculation, puis ensuite un droit des sociétés, qui permet de passer du petit commerce au grand commerce. La fonction première de la société, c'est de constituer un groupe permettant de réunir des capitaux plus importants que ne le peut une seule personne, et de réaliser ensuite des investissements, une activité qui permettra de rémunérer les apporteurs de capitaux. Ce qui fait que le droit des sociétés s'accompagne nécessairement d'autres droits qui font partie du droit des affaires, qui sont le droit du financement, le droit des procédures collectives et le droit de la concurrence. Puisque les sociétés permettent de réunir des capitaux, il faut du droit qui s'occupe du financement et du financement des entreprises. C'est le droit financier, avec son volet bancaire, son volet marché financier. Puisque les sociétés réunissent des capitaux et prennent des risques, ces sociétés peuvent péricliter, ces sociétés peuvent faire faillite, donc les investisseurs peuvent perdre leurs investissements. Il faut du droit pour structurer, pour organiser le règlement de ces situations de faillite, d'où un droit autrefois appelé droit des faillites, aujourd'hui droit des entreprises en difficulté. Et puis parce qu'il y a des sociétés qui peuvent réunir des capitaux considérables et qui ont pour objectif la rémunération de ces capitaux, ces sociétés, comme toute société commerciale, sont toujours tentées par la situation dominante, voire la situation de monopole. On n'est jamais plus confortable que quand on n'a pas de concurrent, quand on est le seul, ou en tout cas en position dominante sur un marché. Pour contrer cette tentation, ce péché mignon du capitalisme, il faut imposer une concurrence, empêcher les ententes, empêcher les monopoles, les positions dominantes, lutter contre elles, c'est l'objet du droit de la concurrence. Donc vous voyez que tout ce droit des affaires s'est construit, je ne dirais pas en opposition, mais s'est construit en considération de principes qui sont à l'opposé de ceux qu'envisageaient les rédacteurs du Code civil lorsqu'ils pensaient définir les règles de la société civile. Le travail. Alors j'ai mis deux images. C'est ça ou ça? Le travail, est-ce que c'est ce que symbolise cette image, l'équipe, le travail en commun, et manifestement une certaine fraternité? Ou est-ce que le travail, c'est ce qu'on voit à droite, un patron
qui malmène son salarié. Première image, le patron le fait travailler sur des tâches manifestement pas très stimulantes, pas très valorisantes, déplacer des cartons, et le patron qui, s'il n'est pas content, chasse son salarié en lui donnant un coup de pied au derrière. Le travail, c'est un peu les deux. Même endroit, cette vision un peu irénique qu'on voit à gauche, même endroit, elle a quelques échos. On est majeur à 18 ans, mais on peut être émancipé à 16 ans. On peut demander son émancipation à 16 ans, c'est-à-dire d'être considéré à 16 ans comme un majeur. Qu'est-ce qui fait qu'on demande son émancipation et qu'un juge peut l'accorder? Généralement parce qu'on travaille. Et donc le travail est considéré juridiquement comme un facteur d'émancipation, et d'autant plus comme un facteur d'émancipation que celui qui travaille est généralement intégré dans un collectif. Et donc on considère implicitement que le collectif du travail peut prendre le relais. Pour un jeune de 16 ans, peut prendre le relais de la communauté familiale. Donc, en filigrane, c'est pas la chose essentielle qu'il faut retenir du travail en droit. Mais en filigrane, il y a cette idée que le travail est un facteur d'émancipation et un lieu de solidarité, comme peut l'être autrement la famille. Mais les juristes voient d'abord plutôt la partie droite de l'illustration. Ce qui, pour le juriste, caractérise la relation de travail, c'est en premier lieu le lien de subordination entre l'employeur et le salarié. Ce lien de subordination, ça ne veut pas dire que le salarié doit obéir au doigt et à l'œil à son employeur, il y a des règles de protection, mais cela veut dire que malgré tout, dans la conduite de son activité, le salarié reste, et c'est ce qui le distingue de l'indépendant, le salarié reste sous la direction de son employeur. Donc, s'il veut poser un congé, s'il veut changer ses méthodes de travail, s'il veut changer son horaire, s'il veut faire du télétravail, bien, il doit le demander à son employeur et on peut lui refuser. C'est ça le pouvoir de direction. Qu'est-ce qui fait que le travail ne peut pas être traité par le droit civil? Eh bien, le droit du travail, la relation de travail, se structure sur un principe d'inégalité. Et ça n'est pas une inégalité de fait, c'est une inégalité de droit. C'est une inégalité de droit parce qu'il est de droit que l'employeur a un pouvoir de direction de l'entreprise, lequel implique une subordination. Naturellement, le droit organise les protections du salarié. Le droit organise des protections du salarié. D'abord, on fait en sorte que cette subordination soit limitée à la sphère du travail et qu'elle préserve la vie personnelle du salarié. Et puis, rapidement, mais comme ça vous aurez une idée de ce qu'est le droit du travail, et puis également, en raison de cette inégalité de droit, de ce rapport de force défavorable dans la relation individuelle de travail, le droit du travail instaure en contrepartie des relations collectives de travail qui mettent en présence l'employeur et les syndicats représentatifs des salariés, le collectif syndical permettant de compenser
la situation individuelle d'inégalité. Et c'est la raison pour laquelle il revient à l'employeur de négocier avec les représentants des salariés, par voie d'accord collectif, pour venir déterminer, pas toutes, mais une grande partie des règles applicables à l'intérieur de l'entreprise ou à l'intérieur d'une branche professionnelle. Donc vous voyez la mécanique. Cette mécanique échappe totalement au Code civil. Elle échappe au Code civil parce que d'abord, il y a une inégalité de droit et parce qu'ensuite, le règlement de cette inégalité se fait par une organisation collective que ne connaît pas le Code civil, qui lui ne connaît que d'individus. Le collectif des salariés, comme n'importe quel autre collectif, le Code civil n'en connaît pas, ne le connaît pas, n'en connaît pas. Le Code civil connaît des individus. Donc la nécessité de mettre du collectif lui échappe.